Cet épisode a une distance de 11 km à un pace de 5 minutes 25. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui joue à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. On voulait faire un épisode duo, puis on avait deux sujets en tête. Le premier, c'était « Est-ce que courir fait maigrir? » Puis le deuxième, c'était « Toutes les erreurs que les débutants font en course. » Puis on a décidé de vous lancer la question sur notre page Facebook, puis vous avez été plusieurs à répondre, c'est vraiment cool, et c'était unilatéral, tout le monde voulait entendre parler des erreurs de débutants. Fait qu'aujourd'hui, on va refaire un tour de ça. C'est sûr que ça va recouper les épisodes qu'on a fait, mais on va faire un survol comme super large de plein de petits trucs que quand on commence, ou même quand on a de l'expérience, des fois on fait des essais puis on réfléchit pas tant à ce qu'on fait et qui peuvent nous pénaliser notre pratique de la course à pied, nous amener vers des blessures, des problématiques ou même juste freiner notre progression. Mais avant d'aller plus loin, moi j'ai la question la plus importante pour toi, Coach Isa. Est-ce que tu as couru cette semaine? Salut Coach Bill, oui j'ai couru cette semaine. Ça faisait au moins un mois que j'avais pas couru avec ma future partner du marathon à venir le 25 mai. Et puis on est allé faire une belle sortie. Une belle sortie en matinée, un parcours sur le bord du fleuve, un parcours que tu nous avais suggéré d'ailleurs. Puis c'était vraiment super de se retrouver parce qu'elle était partie en voyage en fait. Fait qu'on s'est raconté toutes sortes d'histoires. On a profité du soleil, on a profité de la température et de la course comme toujours. C'est-tu le fun, jaser en courant, hein? Puis se remettre à jour, puis ça j'aime ça. Ben oui, c'est le meilleur moment pour le faire. Pour vrai, là. Ça ou aller prendre un café, c'est pareil. Ouais, pareil, mais encore mieux. Encore mieux parce que la sortie de course est faite. Puis toi, Coach Bill, t'as-tu couru cette semaine? Oui, cette semaine, j'ai fait le demi-marathon de Bécancour, qui est un événement que ça fait des années que je fais, depuis mes débuts de course. Je dirais que je suis à cet événement-là. Ils ont déjà eu jusqu'à la distance marathon. Maintenant, ils se sont recentrés sur le demi parce qu'il y a beaucoup d'offres à l'automne. Puis c'est un bel événement de la région qui est réputé, je dirais, puis qui est super bien organisé. C'est le fun, c'est l'automne, les couleurs sont là. On est le long du fleuve, c'est magnifique. Et si j'étais stressé le matin, à partir de la veille, j'avais un petit objectif en tête, là, puis je n'avais pas trop parlé. Je voulais pas trop me commettre. On en a parlé l'autre fois dans la fixation des objectifs. Là, c'était un peu mon ego qui me jouait des tours, comme si je voulais pas trop dévoiler mon objectif. Et puis jusqu'à quelques minutes avant de m'aligner sur la ligne de départ, j'étais pas bien. Là. Je voulais le faire, il était quand même important pour moi. Et finalement, j'ai vraiment bien réussi. Mais non seulement ça, mais j'ai eu beaucoup de fun pendant ma course. C'était vraiment, vraiment nice. Il faisait beau, la température était parfaite. J'étais bien avec moi-même. Mon corps allait bien, j'étais bien dans ma tête. J'ai explosé mon dernier record. J'étais vraiment, vraiment satisfait. Puis en plus, t'as couru des petits bouts de parcours avec moi parce que t'es venu m'encourager puis t'as fait des petits bouts à me suivre. C'était vraiment cool. Ben oui, les gens ils ont pu te voir en story, en live, pendant que je te suivais. Avant de commencer le sujet du jour, moi, je vais faire un extra sauce à Outway. Je les ai déjà plugués comme étant mes bas préférés, les Outway. Je ne porte essentiellement que ça maintenant. Puis pas juste en course, c'est mes bas de tous les jours. C'est des super beaux bas. Ils sont colorés, sont juste assez compressifs. Ils respirent bien. C'est du synthétique. Fait que pour du sport, c'est vraiment, vraiment génial. Mais tout ça pour dire que j'ai fait une commande récente chez Outway. Et puis, quand on commande là-bas, il y a toujours l'offre à la fin dans le panier de une paire mystère. Puis la paire mystère est à fort rabais. Là. C'est comme moitié prix, là, mais tu choisis pas ça va être quoi. Tu choisis juste le style, est-ce que c'est des bas longs aux genoux, les bas plus réguliers, je dirais, ou les petits bas courts là, qui vont à la cheville. Puis après ça, c'est eux qui choisissent, qui t'envoient une paire, puis elle coûte à peu près 50%. Je trouve ça cool. C'est comme je choisis pas, c'est une belle petite surprise. Et puis, quand j'ai fait ma commande, j'ai fait une erreur sur la grandeur de mes bas mystères. Puis, quelques minutes après, là, on s'entend, là, aujourd'hui, là, tout est tellement automatisé dans les chaînes d'approvisionnement que tout était parti. Je lui ai quand même écrit rapidement pour dire « Hey, je me suis trompé sur telle grandeur. Y a-tu moyen de changer la grandeur parce que c'est pas la bonne? » J'ai eu une réponse, comme j'étais dans le week-end, j'ai eu une réponse dans le lundi, la prochaine journée ouvrable.
Puis ils m'ont répondu « Hey, on veut vraiment que tu sois satisfait. Stresse pas avec ça. La paire mystère que tu as commandée qui n'est pas la bonne grandeur, gâte un ami, donne-y, on t'en renvoie une autre paire. Puis elle te coûtera rien, tu n'as même pas besoin de nous renvoyer l'autre. » J'ai trouvé ça super sweet comme service à la clientèle. J'en demandais pas tant. Puis j'ai été vraiment, vraiment servi. Très cool. Ouais. Je voulais revenir un petit peu sur les commentaires qu'on a eus sur l'épisode de la semaine passée sur comment se fixer des objectifs avec Annie-Claude. Premièrement, un gros pouce à ma sœur qui a vraiment bien fait ça. Pour vrai, elle était super à l'aise. Puis je suis vraiment fière. J'ai réécouté l'épisode après. Puis pour vrai, il y a plein de petites pépites là-dedans. Il y a Cynthia qui a trippé sur l'épisode. Puis c'est le fun parce que les gens font le parallèle. C'est pas juste les objectifs par rapport à la course à pied, c'est par rapport à n'importe quoi en lien avec notre vie. Donc, il va venir se manifester aussi dans la course à pied. Il y a Kevin aussi, puis Valérie qui a partagé leurs objectifs personnels sur la page. On trouve ça vraiment intéressant quand vous interagissez comme ça, quand vous venez nous expliquer comment ça s'est venu vous rejoindre, mais aussi justement nous donner vos objectifs à vous autres. Et moi, je vous partage, je vais le mettre dans les show notes, je suis tombé sur une vidéo cette semaine qui a été faite par Adidas. Je trouve ça très bon, très drôle. C'est une ambiance qui est très austère, c'est un vieux bonhomme, là, les cheveux blancs, un peu bourrus, qui est derrière un bureau là, traditionnel, l'image de un PDG de grosse compagnie. Là. Il est là, il est derrière son bureau, puis avec un air dur, là, puis il commence à expliquer là, c'est qu'on a un ennemi commun, puis que ça marche pas en tout, puis là, à un moment donné, il se lève, puis ce qu'il dit explique, ce qui nous tue à petit feu présentement, c'est le bureau de 9 à 5. D'être assis, d'être là, de pas bouger, de pas prendre du temps pour bouger. Puis là, à un moment donné, il est vraiment en costume noir. Il se lève debout, puis il y a des shorts colorés en dessous du bureau, là, tu sais, ce qu'on voyait pas. Et puis, c'est ça. Fait que c'est de nommer, c'est important de bouger, oubliez-le pas, mais souvent, c'est toujours fait dans une vibe un peu... je veux dire, positive, ou tu sais, c'est tout du monde joyeux qui sont en forme, etc. Fait que l'espèce de sarcasme de voir quelqu'un comme ça, qui a cette image-là, l'image classique qu'on voit d'un PDG un peu bedonnant, qui amène cette idée-là que c'est important de bouger, de sortir, puis d'aller se dégourdir les pattes, pas juste de rester assis au bureau. J'ai trouvé ça vraiment cool. Moi, je voulais revenir sur... des commentaires qu'il y a eu sur Facebook. Il y a quelqu'un qui demandait, avez-vous des suggestions de podcasts à écouter sur la course à pied? Puis t'as Roxane qui nous a plugué comme podcast à écouter. Puis Stéphanie qui est venue seconder. Fait que merci les filles de nous pluguer comme ça sur les questions sur Facebook. Autre petit événement dont je voulais vous parler, ceux qui, justement, parlant de podcast, qui était très, très populaire dans les amateurs de trail, c'est le podcast Tout Trail. Et puis Tout Trail était fait par Marie-Ève et Marc-André. Et très, très, très réputés dans le monde du trail, là, sont connus. Puis, l'année passée, là, l'épisode sort aujourd'hui, le 29 octobre, et aujourd'hui, ça fait 1 an que Marc-André est décédé. Il était parti tout seul dans la montagne faire une sortie tout à fait normale, puis malheureusement, il y a eu un malaise. Il était seul, fait qu'il il est décédé comme ça, en montagne. Bon, ses proches vont dire... il est mort en faisant ce qu'il aimait, là. Le plus, oui, mais c'était quand même une figure importante de la communauté trail. Et puis, ce que Marie-Ève demande, c'est qu'aujourd'hui, 29 octobre, que vous célébriez la vie, que vous sortiez courir. Puis Marc-André avait l'habitude de sortir toujours en short, même genre en plein hiver. Fait que tous ceux qui sont capables de le faire, d'aller sortir en short aujourd'hui, en sa mémoire. Donc, comme tu disais en début d'épisode, on va parler des erreurs que les débutants peuvent faire en commençant à courir. Mais j'ai envie d'ajouter aussi lors d'un retour à la course. Parce que souvent, on prend pour acquis, ben oui, là 3 ans, j'étais capable de courir 10 km en temps de temps. Je vais être capable encore de la première erreur. Toi, as-tu fait des erreurs quand tu as commencé à courir? Sûrement. Puis j'ai essayé de me poser la question avant qu'on commence à enregistrer, mais... je pense que ça a été plus pour le retour à la course. Oui, peut-être. Ah oui, j'ai envie d'en avoir une quand j'ai commencé. En fait, c'est quasiment gênant d'aller... oui, je t'écoute. Non, mais, tu sais, mettons, j'ai commencé avec mes courses à obstacles, puis pour le plaisir, pour moi, mais comme entraîneur, comme kinésiologue, à un moment donné, il y a des gens qui m'ont demandé, on aimerait ça courir, on voudrait être initié à la course à pied. J'ai fait, OK, je vais faire ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait trop de volume trop rapidement pour pouvoir les accompagner. Et puis, ça s'est manifesté aussi, mettons, pendant un cours où je pouvais faire des allers-retours
pour aller rejoindre les plus rapides, les moins rapides. J'ai augmenté mon volume un petit peu trop rapidement. Je n'étais pas aussi solide. Je n'avais pas beaucoup d'impact encore. Mhm. Puis toi, mettons, ta première... C'est similaire quand t'as à toi. commencé. Oui, c'est similaire à toi. Je te dirais, par contre, j'étais pas coach à cette époque-là, quand j'ai commencé à courir. Et c'était à chaque sortie que je faisais, fallait que je batte le temps de la veille ou de la dernière sortie du moins. Là. Pour la même distance? Je regardais mon pace. Fallait pas que mon pace soit plus lent qu'à la dernière fois. Comme s'il fallait toujours que je m'améliore, mais pas sur le long terme. Là. À très, très court terme. Et si, mettons, je sais pas, je commence à courir, je sais pas, je cours à... Peu importe, je vais dire des chiffres, là, mettons à 7 minutes du kilomètre, puis là, ben, si j'étais à 7,15 la fois d'après, non, j'étais pas bien, là. Fallait que je m'améliore. Je n'avais fait un peu plus. Je n'avais fait 3 fois la semaine d'avant. Fait que faut que j'aille au moins aussi vite, sinon plus. Fait que là, l'espèce de culte de la vitesse puis d'aller plus vite, ça m'a vraiment challengé mentalement. Ça a pris un bout de temps. Ben, ça a pris une blessure. C'est comme Après combien de temps, mettons? je te dirais 4-5 semaines, là. Puis là, ça marchait plus pantoute, là. C'est comme, mais c'est une augmentation, justement, de volume trop vite, puis de vitesse trop vite. Hey, Caroline, là, je me suis mis à avoir mal partout, puis là, OK, la douleur part pas, là. Ça marche pas, là. Ouais, c'est là qu'on s'en rend compte. Mais pour vrai, tu sais, moi, la recherche de performance est importante. Me sentir bon, me sentir compétent. Puis de ralentir, c'est comme si je régressais. Oui. Alors que pas pantoute, mais ça, on l'apprend avec le temps, on le comprend. Puis j'oserais dire que, je sais pas si c'est de l'ego de mâle, là, mais les gars, stifient qu'on est tough là-dessus, là. On dirait que tant qu'on se blessera pas, on va l'essayer, puis on va pousser, puis on va pousser, puis on va pousser. Puis les gens ont beau te le dire, non, fais pas ça, tu vas t'en faire trop vite, trop souvent. Ouais, mais je suis capable, je suis pas vidé, je suis encore capable aujourd'hui, puis ouais, c'est ça. Fait que ça, on les voit, là, les patterns, là, j'en ai tellement vu des gens, là. C'est OK, parfait, mais regarde, moi je te dis ça, ma recommandation, mon conseil, c'est ça. Après ça, t'en fais ce que t'en veux, mais il y a des gens comme ça, puis j'en suis, où, OK, ça va prendre une blessure, ça va prendre un petit mur, là. Il va falloir frapper un petit mur pour que le constat se fasse, puis dire, ouais, OK, c'est vrai, hein, je l'ai peut-être fait trop vite, puis je suis pas invincible, puis il avait raison, puis OK, parfait, on va rebâtir là-dessus. Mais c'est ça. Moi, il a fallu que je frappe ce petit mur-là, puis me rendre compte, hey, arrête, là, tu peux pas toujours juste être plus vite. C'est impossible. Mm-hmm. C'est juste impossible parce qu'il y a une limite à ça. Puis j'oserais dire que même cette croissance-là, que ce soit en distance ou en vitesse, elle n'est pas linéaire. Je dirais pas exponentielle, là, mais à un moment donné, il vient un temps où ce que gagner 1 minute, disons que je cours mon 10 km en 1h30, ben, de courir 1h29, c'est pas la même minute que le courir en 45 minutes puis en 44 minutes. C'est cette minute-là, là, plus tu es rapide finalement, ça n'a pas rapport, là. C'est des mondes de différence, là. Fait qu'au début, c'est un peu ça. On vit une progression très rapide parce que il y a, je dirais, pas de compétences ou peu de compétences. On commence, on s'améliore vite, puis on voudrait soutenir cette amélioration-là avec le même rythme. C'est complètement impossible. Ben, en fait, une des erreurs que j'avais notées, puis toi, tu la dépasses, je pense, cette erreur-là, c'était de vouloir courir tout le temps à son pace objectif. Mais toi, tu voulais pas juste courir à ton pace objectif, tu voulais toujours l'améliorer d'une sortie à l'autre. C'est clair que tu t'es brûlé avec ça. Mais même courir à son pace objectif, je suis d'accord avec toi. Ça, je l'ai refait après. Parce que là, je me suis rendu compte que toujours courir plus vite, ça se pouvait pas. Mais après ça, exemple, OK, je m'inscris dans mes premières années, je m'inscris pour mon premier 5. OK, j'ai fait mon 5 en telle vitesse. Là, c'est terminé. Là, ça, c'est ma vitesse. Hein. Je peux courir tout le temps comme ça. Chaque sortie est à cette vitesse-là. C'est ce que tu amènes, mais c'est pas viable, ça non plus. Parce que pour progresser, on le sait, ça en prend faut différencier nos vitesses. Oui, il y a des sorties plus intenses où on va pousser, on va aller chercher quelque chose de spécifique sur des très courts laps de temps. Mais le reste du temps, je l'ai nommé souvent, puis si on prend le livre, là, c'est 80% du volume qui devrait être fait à très faible intensité. Puis c'est comme ça qu'on va se développer, notamment pour l'endurance. Puis l'exemple que j'aime beaucoup nommer, le meilleur marathonnier du monde, Eliud Kipchoge, qui court son marathon en 2 minutes 53 du kilomètre.
ben, il s'entraîne à 6 minutes du kilo. Ouais. Tu sais, 2 fois plus lent que sa vitesse cible de marathon, là. Je t'annonce que même si je la connais, la théorie, c'est pas tant ça que je fais. C'est ça. Puis, c'est Ouais. important qu'est-ce que tu nommes. En plus, pour les personnes qui ont tendance à peut-être pas beaucoup faire de renforcement musculaire, ça demande une adaptation au niveau des muscles, au niveau des os, au niveau des articulations. Et puis, la seule façon de le renforcer de façon pertinente, c'est de faire beaucoup de volume, mais tu peux pas faire autant de volume à ta vitesse maximale. Tu vas t'épuiser au niveau de ton système en général. Il y aura pas de surcompensation, tu n'auras pas le temps de récupérer suffisamment, de laisser le temps à ton corps de reconstruire les structures qui vont avoir été abîmées, entre guillemets. Donc, de courir à son pace objectif tout le temps, c'est une erreur. Surtout d'augmenter à chaque sortie. Peut-être au début, les premières séances, quand tu es en train de découvrir, mais je pense que, mettons qu'on reviendrait une erreur auparavant, là, ça serait de regarder son pace. Tu sais, je pense que c'est une erreur de partir là-dessus. Tu sais, quelqu'un qui partirait à 0, là, qui viendrait me voir, puis OK, qu'est-ce que je commence à faire? Va courir, puis tu sais, pas de montre, pas de téléphone, puis on va faire ça pendant 1 mois, 2 mois. Puis après ça, on va commencer à évaluer le pace, commencer à évaluer au niveau de la respiration, comment ça se passe, au niveau du cardio, tu termines ton entraînement à quelle perception d'effort. Tu es à 8, 9 sur 10 à chaque sortie, ou tu es à 2, 3. Je sais pas si elle est parfaite, mon analogie, là, mais c'est la seule qui me vient en tête. Quand tu nommais, faut que tu laisses ton corps s'adapter, c'est toutes les structures, que ce soit les os, les muscles, les tendons, ou est-ce qu'on leur induit du choc? Puis surtout, si tu commences à courir, là c'est paf, je te fais un choc assez intense. Puis là, en plus, je t'en fais à tous les jours, puis je t'en fais de plus en plus longtemps, puis je te fais de plus en plus tough parce que je vais plus vite. Ton corps, comme tu dis, n'a pas le temps de récupérer. Puis le seul exemple qui me vient en tête, c'est une plante. Tu as une plante, à un moment donné, il faut que tu la tailles une fois par année. Mais quand tu l'as taillée, là, tu la laisses aller. Là. Elle va reprendre sa floraison. Tu viens de lui induire quelque chose, un choc, parce que tu veux la modeler. Puis après ça, laisse-la un peu, là, laisse-la du temps, laisse-la reprendre racine, reprendre la forme, refaire ses fleurs. Mais si tu la tailles aux 2 jours, un autre petite affaire, tu vas la tuer, ta plante. Mm-hmm. Fait que elle n'est pas idéale, mais c'est la seule analogie qui me vient en tête de quand tu induis un effort intense sur ton corps, laisse-y le temps de se renforcer comme la plante. C'est bon. Puis ce que j'ai envie de dire aussi, l'autre impact que ça peut avoir, c'est... Puis j'ai fait ça avec les jumeaux pour leur apprendre à faire du vélo sans petit trou. Et puis, on a fait du vélo sans petit trou pendant 10 minutes. J'en ai pas fait pendant 45 minutes, là, puis de m'arranger pour qu'ils se plantent, puis qu'ils se râpent les genoux, puis qu'ils veulent plus embarquer sur le vélo. Ça a bien été. Il a réussi à en faire pendant 1 minute. OK, on ramasse les vélos, puis on s'en va faire autre chose. Tu vas avoir une belle expérience. Puis quand tu vas revoir le vélo, tu vas faire « Maman, je vais aller faire du vélo. » Donc, la même chose à la course à pied. Si tu t'épuises à tout le temps aller chercher un pace, t'es essoufflé, t'es tout le temps au bout, c'est sûr que tu vas finir par finir tes courses à bout, écœuré, puis tu vas regarder ta paire d'espades, tu vas faire « Ah, fuck off, là, j'y vais pas aujourd'hui, t'as mal partout, t'es fatigué, tu comprends pas pourquoi, t'as faim, ta vie, tu fais juste manger, tu prends du poids. » Tout ça s'explique par t'as donné beaucoup trop d'intensité, pas assez de récupération, mais c'est possible d'aller faire du volume puis de pas s'épuiser. Mais c'est très bon ce que tu dis là, puis de finir sur du positif. C'est ce qui marche avec les enfants, marche avec les adultes. Oui, on est juste des grands enfants. on est juste des grands enfants. Mais tellement de monde que j'entends, c'est tough, moi, quand je finis, je suis vidé. C'est pas supposé. Pas supposé te faire mal de même, là. Ouais. T'es supposé être content. Au moins, au minimum, avoir un petit sourire de fierté, là. Oui. Ouais. Puis, on dirait qu'on s'inflige ça que si on n'est pas vidé, comme si la sortie était pas pertinente ou était pas assez exigeante ou n'a pas été assez longue, t'as pas à finir scrap d'une course. T'as pas besoin. Puis c'est vrai au niveau de l'entraînement muscu aussi, il y a du développement qui se fait, mais c'est pas vrai qu'il faut que tu sois, que ce soit une course ou de la muscu, que tu sois raqué, débattu le lendemain pour que ce soit pertinent. Au contraire, généralement, si c'est ça, c'est parce que tu es allé trop loin. Puis là, ta récup devrait être encore plus longue. Puis c'est pas ça qu'on fait. Mais tellement de gens qui commencent, qui me disent « Hey, c'est tough la course. » Ouais, mais ça n'a pas besoin. C'est parce que t'en fais trop puis tu vas trop vite. Vas-y un peu plus mollo. Puis, ouais, mais là, hier, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps sur le dîner. Tu sais, j'aimerais ça faire mon 5. Ouais, mais pourquoi? Tu sais, mettons que t'en fais juste 3 à midi, là, ça change quoi?
puis tu vas être meilleur le lendemain. Tu sais, tu vas gagner plus à en faire un peu moins, à ralentir, à pas te débattre, puis tu vas progresser pas mal plus. Puis quand tu vas arriver le week-end, tu vas pouvoir faire une course un peu plus longue, passer un peu plus de temps, dans le plaisir et non pas dans la douleur. Tu sais, quand on y pense, là, la motivation qu'on n'a pas à tous les jours, là, c'est ce qui nous met des bâtons dans les roues quand on commence. Parce qu'on est tellement motivé, on dit « Ouais, moi, là, je vais courir. » Je vois l'autre qui passe en avant de chez nous à tous les jours, puis qui court. Ou tel cousin qui fait des 10 km, puis fait que là, tu t'es super motivé. Puis ça fait que tu veux progresser trop rapidement. Parce que quand tu prends tes espades la première fois, puis tu pars, puis là, tu te dis « Je pars pour faire 5 km. » Puis finalement, à 500 mètres, tu fais « Arc, je suis plus capable, je suis essoufflé, j'ai mal partout. » Fait que je voulais apporter ça. Le mindset qu'on va avoir est vrai. Oui, il y a des erreurs à ne pas commettre, mais des pensées, des croyances, puis justement des motivations peut-être un petit peu trop grandes qui vont faire en sorte que, OK, là, au bout de ton 500 mètres, tu fais, mais voyons donc, il me reste 4,5 km, ça sera pas possible. Tu risques de te décourager, de pogner tes espades, garrocher ça dans le garde-robe, puis ne plus jamais en refaire. Te dire la course, c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour toi. C'est juste que tu n'as pas parti de façon viable. Puis je t'écoute, puis je fais du lien avec l'épisode sur les objectifs. Je me pose la question. Peut-être que quand on commence à courir, ça vaut pas la peine de se mettre des objectifs. Ça risque d'être pas mal plus dommageable ou difficile parce qu'on n'a pas les compétences pour se les fixer. Mm-hmm. Tu vas dire, c'est fragile. Ben oui. Tu dis, hey, je pars pour un 5. T'as peu, là. Ça fait pas de sens, là. Mais si tu dis, hey, je vais commencer à courir, je vais aller faire le tour du bloc. Arc, je vais mettre mes souliers, je vais mettre mon linge. Ça va être plus long, finalement, m'habiller, me déshabiller, prendre ma douche, que la course. Ben non, je vais en faire un peu plus, tant qu'à. C'est ça. Non. Ben non. Sauf que si tu veux, dans 1 mois et demi, en faire une sortie de 15-20 minutes, justement, dans le plaisir, ben aujourd'hui, ça va durer 5 minutes. Mais je pense que la meilleure façon, ça serait de dire quelqu'un qui se met en action, déjà va prendre des marches, aller marcher pendant une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, puis là, décider, bon, ben là, je vais marcher pendant 1 heure, puis je vais faire, pendant cette heure-là, 5 fois 1 minute de course que je vais faire. Ça peut être collé, ça peut être réparti durant ta sortie, puis la fois suivante, rajouter 1 minute de plus, puis, mais encore là, le mieux, c'est de suivre un plan, peut-être parler à quelqu'un, parce que là, on arrive avec le problème de, OK, mettons, là, je rajoute 1 minute, mais là, je fais-tu des 20 fois 1 minute? Là, à un moment donné, on va juste, c'est là qu'on va venir jouer avec les durées, avec les périodes de récupération, puis quand est-ce qu'on vient récupérer entre 2 séances? Est-ce qu'on y va à tous les jours ou on saute une journée? Quand est-ce qu'on saute une journée? Quand est-ce qu'on saute pas nécessairement une journée? Moi, ce que j'aime dans ce que tu amènes, c'est que au lieu de dire, je vais aller courir, puis finalement, je vais courir 4 fois 1 minute, puis je vais passer plus de temps à marcher, c'est que tu dis, mais non, je vais marcher. Puis dans ma marche, je vais mettre une couple de petites séquences de course. Je trouve ça déjà plus positif de le voir comme ça. Puis ça t'amène à juste induire un peu de choc au niveau de ton corps, puis tester, hey, j'aime ça la course finalement, tu sais, faire 4 fois 1 minute, là, j'ai aimé ça me donne-tu le goût d'aller plus loin, puis de continuer à faire ça, mais t'as quand même sorti marcher pendant, je sais pas, 1 heure. Tu sais, t'as une activité, t'as quelque chose, t'as bougé, t'as augmenté ton rythme cardiaque, puis en plus, t'as testé des petites périodes de course. Je trouve ça c'est banal, mais je trouve ça plus positif que de dire, je vais aller courir, mais finalement, je vais en marcher plus que couru, puis ça gosse, là. Tu dis, je vais courir, moi, je vais pas marcher. Mais si tu le projettes, je m'en vais marcher, puis je vais insérer de la course, hein, c'est quand même plus cool, je trouve. Plus positif. Mais je pense, je me pose la question, je pense que, honnêtement, c'est plate, là. Partir, faire ta marche, puis dire, là, je vais faire 5 fois 1 minute, puis te rendre à 10 fois 1 minute. D'intégrer l'aspect ludique, tu sais, je fais le parallèle avec les jumeaux, là. Tu sais, mettons, je prends ma mère, que là, les enfants sont rendus à 3 ans et demi, presque 4, elle les trouve pesants. Moi, je les trouve pas pesants, parce que je les ai depuis qu'ils sont petits, puis ils étaient pas pesants. Puis là, ils ont pris du poids tranquillement pas vite. Puis moi aussi, je me suis renforcée tranquillement pas vite jusqu'à aujourd'hui que, bon, OK, des fois, ils sont pesants, là, mais je les prends plus dans le même temps non plus. Non, mais tu sais, tu comprends que jusqu'à un certain point, moi, j'ai pu me renforcer à tous les jours parce que j'en faisais un petit peu, puis c'était naturel. J'avais pas le choix de le faire. Fait que, je sais pas, moi, tu sais, tu t'en vas à l'extérieur, puis
t'as à te déplacer du point A au point B, ben pourquoi pas faire une petite intervalle de course, puis à un moment donné, rallonger. Je sais pas, tu vas parquer ton char 1 kilomètre plus loin, puis tu viens à la marche. Pas grave si t'es pas tant habillé pour ça, puis que t'es en jeans, là, tu courras pas pendant 8 kilomètres, là, tu vas courir pendant 30 secondes, ok, tu vas avoir chaud un peu, mais tu sais, l'intégrer de façon plus aléatoire, moins officielle, ça pourrait rendre la chose un petit peu plus légère, mettons. Hey, c'est pas con tout. T'es bien mieux de faire une couple de minutes en jeans que de te faire chier à mettre tes shorts pour aller faire tes 3-4 minutes. Si c'est ça l'enjeu, ouais. Reste avec tes jeans. Jeans? Oui. Ouais. Et je vais citer mon ami coach Frank qui disait « Fait est mieux que parfait ». Fait que même si c'est pas parfait, tu l'as fait, puis t'avances vers ton objectif. Merci, coach Frank. Et oui. Hey, je t'amène sur un autre sujet. Pas assez s'échauffer avant de courir. Ouais. Ouais. Un gars qui parle. Ouais, je sais. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je dis ça, mais Oui. avant un événement, tu t'échauffes bien, là. Tu sais, tu ouais. prends la peine d'arriver d'avance, puis tu veux aller faire ton échauffement, tu pars même ton Strava, là. Non. Ouais. C'est ça. Tu sais que tu vas te donner à 100%, là. Ouais. Tu prends le temps de t'échauffer. Mais je suis coupable, je le fais pas dans un entraînement, effectivement. Oui, mais si on prend 2 erreurs en même temps, que tu commences puis tu pars trop intense, ça se pourrait que tu aies besoin de ton échauffement parce que tu cours trop intense. Si tu t'entraînes quand même relax, tu marches avant, la marche pourrait être ton échauffement. Absolument. Mais c'est vrai que je pars pas, mettons, en entraînement, là, mes sorties régulières, je pars pas en sprint en partant. Tu sais, je le pars tranquillement. Je commence à courir comme je le sens, j'y vais un peu plus mollo. Puis si j'ai envie d'accélérer, je vais accélérer un peu plus tard pendant la séance. C'est pas un échauffement structuré avec l'échauffement de toutes les structures puis des exercices spécifiques. Je le faisais quand je coachais parce que j'y crois, mais là, je suis coupable. Là. C'est quand même, comme je disais tantôt, là, moi, je passe à dîner, j'ai tant de temps, j'ai le goût juste de courir. Là. J'ai pas le goût de faire mon échauffement, mais quand même, je pars tranquillement, graduellement, pour au moins laisser mon corps, mon cœur monter en puissance, en énergie. Mais tu as raison, quand j'ai un événement et que je sais que je veux performer, je la connais la théorie, je sais que ça fonctionne. Avant un événement comme ça où je sais que je veux me pousser puis je veux, à la minute 1, partir fort. C'est sûr que je vais aller faire un échauffement avant, puis je vais faire les petites accélérations. Je vais aller courir entre 1 et 2 kilomètres, mettons, avant avant d'aller faire mon événement pour tout démarrer la machine. Là. Mais toi, tu fais des beaux échauffements, par exemple. Mais avant, je vais revenir à ce que tu viens de dire. Tu vas courir 1 à 2 kilomètres avant ta course, puis tu sais, ça va être avant un 5, un 10 ou un 21 kilomètres. Ouais. Si ton échauffement vient trop alourdir ton entraînement. Si c'est gros déjà, aller courir 4 km, puis tu te dis, OK, il faudrait que je m'échauffe ou je dépense de l'énergie pendant 1 kilomètre avant, ça va devenir bien trop. Ben, je pense que c'est parce que tes entraînements sont trop lourds. Tu sais, là, c'est parce qu'on parle plus de courses, quand même de longue distance, mais pour les coureurs, ceux qui font des 400 mètres, des 100 mètres en sprint, ça leur prend comme 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes s'échauffer pour aller faire un sprint qui va durer quelques secondes. Mais ça fait partie de l'entraînement, ça fait partie de la préparation. Donc, si, comme je l'ai dit, si ça alourdit ton entraînement, c'est que ton entraînement est trop long. On devrait le prioriser. Puis, tu sais, tu dis, mes échauffements sont bien. C'est un peu par la force des choses que je le fais parce que clairement, mon corps est pas prêt à partir courir, pas échauffé. Je performe pas, premièrement. Deuxièmement, je suis pas confortable. Je passe un sale moment tout le long de ma course. Donc, c'est un peu par défaut que je fais mes échauffements. Puis, en fait, je me suis penchée sur qu'est-ce que ça fait, pourquoi c'est autant inconfortable partir. C'est un peu comme un char. Ton char, l'hiver, tu le pars 10 minutes avant d'embarquer dedans puis rouler. Il va rouler pareil, là. Si tu sors, puis tu le pars, puis tu roules, là. Mais mettons que tu le sens, là. Tu pèses sur le gaz, puis tu fais comme, j'aurais peut-être dû laisser chauffer mon char. Tu sais, on se le fait dire, puis il faudrait faire ça va être meilleur sur le moteur, ça va être meilleur. C'est la même affaire à la course à pied. Fait que tant au niveau cardiovasculaire, où là, le corps comprend, OK, on a un effort à fournir, il manque d'énergie, il manque de nutriments au niveau des muscles, ben là, le cœur va se mettre à battre plus fort. Les vaisseaux sanguins vont se dilater pour laisser passer le sang plus facilement, pour apporter plus d'oxygène, plus de nutriments aux muscles. La respiration va augmenter. Justement, cette respiration-là qui est autant inconfortable, c'est que le temps que les vaisseaux sanguins se dilatent, que la fréquence cardiaque
augmente, on hyperventile parce qu'on manque d'oxygène au niveau des muscles. Oui. Donc, le fait d'aller s'échauffer, après ça, de s'arrêter, laisser le temps, justement, au cœur de faire son travail, des vaisseaux sanguins, la respiration va se calmer. Ensuite, on va repartir. Puis c'est comme si, là, OK, le corps est déjà prêt. C'est comme, OK, là, go, tu sais. Je me suis starté, tu sais. Fait que là, paf, le cœur pompe plus efficacement. Le corps transporte le sang plus efficacement. Fait qu'on devient moins essoufflé. C'est l'impression, c'est un peu l'effet du deuxième souffle. Puis on l'avait déjà testé avec une athlète qu'on coachait ensemble, de faire un très bon échauffement avant parce que son cœur était toujours très, 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 très haut pendant ses entraînements parce qu'elle partait à frette, justement. Puis c'était comme, boum, le cœur s'emballe. Puis après ça, c'est très, très, très difficile de le faire rebaisser. Puis avec un bon protocole d'échauffement, on voyait que sa fréquence cardiaque maximale pour une même course, pour un même effort, était significativement plus basse parce que le corps était prêt, comme tu dis, juste la vasodilatation, le fait que tous les vaisseaux sanguins soient un peu plus dilatés, le sang circule mieux et donc l'oxygène s'en va plus rapidement, plus facilement aux muscles, c'est moins tough, le cœur a besoin de battre moins vite finalement parce que l'oxygène circule bien puis vos muscles sont bien énergisés. Ça fait toute la différence du monde. Fait que l'échauffement, ça sera pas important non plus juste au niveau cardiovasculaire, au niveau des articulations. En fait, dans chaque articulation, c'est comme s'il y avait un coussin, là, où dans le fond, c'est un peu gélatineux, là, qui vient quand on est au repos. Et puis, quand on s'active, la chaleur corporelle augmente, puis cet aspect-là gélatineux devient plus liquide. Donc, l'articulation devient plus fluide, plus apte à être mobilisée pour faire une activité physique. Fait que partir directement à la course à pied alors que le corps est froid, ouais, il va finir par se réchauffer. C'est comme ton char, il va rouler, là. Mais si tu veux te donner une chance, si tu veux courir longtemps, un bon échauffement, ça peut donner un petit coup de main. Ça permet aussi, l'échauffement, d'aller prendre le temps d'analyser son corps. Oui, on analyse son corps pendant une sortie de course, mais de savoir, OK, où ça fait mal? OK, tu peux te rendre compte, OK, ça me fait mal, mettons, au niveau du genou, tu es en train de faire ton échauffement. Ça veut pas dire qu'il faut que tu retournes chez vous, là. C'est juste, est-ce que cette douleur-là va partir graduellement pendant la course à pied ou elle va perdurer dans le temps jusqu'à la fin de la course à pied puis perdurer, mettons, après l'entraînement? Ça sera pas le même genre de blessure. Fait que c'est de l'information qui pourrait être pertinente. Puis pour une erreur à ne pas faire non plus au début, de ne pas aller consulter, d'attendre voir si la douleur va partir. OK, tu peux attendre voir si la douleur va partir peut-être 2, 3, 4 séances, mais si tu vois qu'elle part pas puis encore plus, elle augmente, ce serait peut-être bien de se référer à quelqu'un, que ce soit un coach ou en physio, aller voir directement au niveau de la problématique. Oui, parce qu'on a l'image du système de santé qui est difficile à intégrer. Puis c'est vrai que tu vas pas à l'urgence parce que tu as eu un peu mal au genou pendant que tu as couru, là. Par contre, ou même ça peut être difficile d'avoir un rendez-vous avec ton médecin de famille pour ça, mais les physios sont une excellente première ligne. Puis c'est ce qu'ils souhaitent, puis c'est leur force, justement. Toute l'intégration de l'exercice, c'est leur sphère. Fait que d'arriver justement en physio, me dire, OK, je cours depuis X temps, quand je commence, ça fait un peu mal là, un coup réchauffé, c'est correct. Par contre, à chaque fois que je sors, j'ai toujours un peu mal à la face extérieure du genou. OK, il y a peut-être quelque chose. Il y a des exercices spécifiques qui vont pouvoir vous donner. Ou peut-être vous dire, hey, wow, slack, là. Puis là, tu es en train de te briser. Il y a peut-être quelque chose au niveau de ton patron moteur. Il y a peut-être des changements à faire de ce côté-là. Puis la physio, c'est super accessible, là. Il y en a plein de cliniques. Puis tu es capable d'avoir un rendez-vous assez rapidement. Fait que c'est pas la même chose que d'entrer dans le système de santé publique puis d'aller voir ton médecin de famille, par exemple. Il faut distinguer aussi qu'est-ce qu'une douleur puis un inconfort. Parce que c'est vrai que c'est tough commencer à courir, là. Tu sais, tu commences à frapper des structures qui ont jamais bougé ou jamais bougé de cette façon-là. Hey, ça se peut que ça brasse un peu puis que ça ait un peu raqué ou que tu vois, oh, j'ai des petites sensations ici et là. La ligne est mince puis j'ai pas de recette miracle pour dire quand ça fait ça ou ci ou ça, va consulter puis si ça, c'est normal, attends un peu. Mais il y a quand même une nuance entre une douleur vive qui apparaît d'un coup, tu sais, quelque chose qui s'installe tranquillement. Souvent, ça ne dénote pas la même chose. Une douleur vive, ça va être quelque chose. Et là tu es vraiment allé trop fort ici maintenant, occupe-toi-en. Quelque chose qui est un peu plus sourd, mais qui part pas. Ouais, tu es peut-être en train aussi là, d'en faire trop, puis qu'à chaque fois, tu t'aides pas.
Moi, ce que j'ai toujours utilisé, c'est est-ce que ça fait plus mal après qu'avant? Si non, ça va. T'es pas en train de te briser. Cette séance-là n'a pas scrappé plus ta situation. Mais si à chaque fois, quand tu finis, tu as un peu plus mal que quand tu es parti, là, c'est signe que tu n'es pas sur une bonne trajectoire, puis il y a quelque chose qu'il faut que tu changes. Est-ce que c'est de rajouter du repos? Est-ce que c'est de changer ton patron de course? Est-ce que c'est tes souliers qui sont scrap, qui sont finis, qui ne t'aident pas? Ça peut être plusieurs choses comme ça. Mais il y a quand même une différence à faire entre ouais, OK, là, j'ai les jambes lourdes, par exemple. Même ça peut être bien normal. Là. Si tu es tapé ta première longue sortie du week-end, tes jambes lourdes, ta course d'après, ça se peut que les quads soient un peu sensibles, sans faire mal. C'est pas de là t'empêcher de dormir parce que ça irradie et ça fait mal, mais ta sortie peut être un peu plus exigeante les 2-3 sorties qui suivent. Ça, c'est un inconfort. Par contre, s'il y a vraiment une douleur, que ce soit articulaire ou même musculaire, bien ça, généralement, ça vaut la peine de s'en occuper. Ça l'amène à un autre point, une autre erreur qu'on peut commettre, c'est de négliger la récupération. Parce que, comme tu l'as dit, tu avais l'exemple des jambes lourdes. Si tu te donnes un petit peu de récupération, ça se peut que tu ne ressentes plus rien, 24-48 heures, un peu plus après. Puis dans le fond, c'est quoi une récupération? On en a parlé. Récupération, ça peut être à l'intérieur de ta séance. Tu donnes des périodes de récupération quand tu es en intervalle. Ensuite de ça, ça peut être en 2 séances. Est-ce que je me donne 24 heures de récupération? Est-ce que je me donne 12 heures? Des fois, ma montre, elle me dit 96 heures de récupération. Il y a plein de facteurs qui sont associés à ça. Est-ce que tu as augmenté ton volume? Est-ce que tu as augmenté l'intensité? Est-ce que tu es allé faire une course et puis tu as battu ton record de tous les temps? As-tu des douleurs après ta course? Ça, ta montre, là, même ça te dit 96 heures, là, si tu as eu une grosse douleur, ça se pourrait que ça soit un petit peu plus. Donc, la récupération peut permettre de récupérer justement d'une sensation que tu as développée à la course. Il va y avoir de la récupération aussi entre ce qu'on appelle des mésocycles, donc 4 à 6 semaines d'entraînement. Donc, c'est pas une progression continue qui perdure dans le temps puis qu'on augmente. Oui, quand tu commences à courir, tu cours 1 kilomètre, puis éventuellement, tu vas peut-être courir des marathons. Mais il y a c'est un peu en forme de montagne russe. Il y a des ups, à un moment donné, il y a des downs. Il faut que tu reviennes en arrière. Il faut que tu reviennes en arrière par rapport à ta vitesse. Il faut que tu reviennes en arrière par rapport au volume que tu t'infliges, par rapport à la durée de tes sorties de course, pour venir laisser le temps au corps de récupérer sur ce que tu lui demandes. Mais mentalement, ça, c'est tough, là. On a toute de la misère avec ça, là. On l'a répondu dans les questions qu'on a prises dans le dernier épisode avec les questions qu'on avait ramassées sur des groupes Facebook de course. La personne disait, j'étais à ma semaine 11-12 avant un événement. Je me sens prêt, je me sens fort, je me sens puissant, puis mon plan me dit de baisser mon volume. Non, je vais en faire plus. C'est justement le bon moment de te reposer pour exploser une fois rendu à l'événement, parce que ce repos-là est hyper important. Si tu arrives taxé, fatigué, tu vas beaucoup moins performer. Mais tu as raison, c'est un peu en montagne russe tout le temps. Puis ces creux-là sont importants. Faut pas les voir comme des reculs. Faut vraiment les voir comme partie intégrante de l'entraînement. Parce que si tu as un bon plan, tu le respectes bien, que tu prends tout en compte, et tu dis 96 heures, OK, mais 96 heures, si tu es sur le party puis que tu fais d'autres affaires, ça se peut que ça soit encore plus long. Si tu en profites puis que tu dors bien, tu fais des bonnes nuits de sommeil, ça se peut que tu raccourcisses ce temps-là. Par contre, au bout de la ligne, quand tu traces une ligne à travers ces montagnes russes-là, ça génère une progression. Sinon, si tu n'as pas ces temps de récupération-là, ces creux de vague finalement dans les montagnes russes, ce que ça fait, c'est que ça fait, oui, une ligne de progression, jusqu'à temps que ça casse. Puis là, ça casse pas mal plus bas que d'avoir juste fait un petit recul, une petite baisse dans ton volume pendant une semaine à chaque 4, 5, 6 semaines, dépendamment de la progression puis du plan qui a été établi. Mais c'est clair que ça peut pas être linéaire. Puis ça revient au point 1 qu'on a dit, de toujours vouloir faire plus à chaque sortie. C'est la même affaire. Ça se calcule sur le court terme dans une sortie, dans une semaine, mais sur les mésocycles aussi sur le long terme où ça n'en prend des périodes plus tranquilles justement pour que ton corps se rebâtisse puis sorte de là pas mal plus fort pour partir le prochain cycle. Parce que si tu les suis pas, ton corps, à un moment donné, va te l'imposer. Puis ça, c'est plate. Que ce soit
pour une blessure ou une maladie. Il finit par se produire quelque chose que là, tu n'auras pas le choix, il va falloir que tu récupères, puis ça se passera peut-être pas comme avec autant de contrôle que tu aurais pu avoir si tu avais suivi le plan. J'ai envie d'ajouter une erreur dans la récupération. Admettons que j'ai un 96 heures sur ma montre de récupération. Est-ce qu'il faut que je reste assis sur mon divan? Hey, non, pour vrai. Puis ça, on en a parlé. Puis il y a plusieurs auditeurs qui nous ont fait des retours là-dessus en disant « Ah ouais, je pensais que être assis, c'était la meilleure des récupérations, alors que de faire une récupération active va être beaucoup plus pertinente puis va donner un bénéfice plus rapide, un retour plus rapide que si tu étais complètement assis. » Effectivement, parce qu'au niveau des muscles, il va y avoir eu des micro-déchirures, il va y avoir eu tout ce qui crée de la douleur puis de l'inconfort. Ce que tu as donné est venu, en guillemets, abîmer ton corps. Le fait de t'activer, juste d'aller prendre une marche, c'est pas obligé d'être une marche rapide, là, juste une petite sortie de marche qui va durer 15-20 minutes, va faire en sorte que ta fréquence cardiaque va augmenter, il va avoir une meilleure circulation sanguine, puis qu'est-ce qui va se produire? Ben, il va y avoir plus de nutriments au niveau de tes muscles, une meilleure oxygénation, ça va réchauffer ton corps, tu vas être plus confortable. Si tu es courbaturé, tu vas avoir l'impression qu'il y a moins de douleur, moins de sensations. Donc, de s'assurer d'avoir une récupération active et non passive. Fait que ce qui veut dire de faire une activité qui n'est pas celle que vous avez faite. Alors, on parle de course, fait que c'est pas d'aller courir, mais c'est de faire quelque chose qui va élever la fréquence cardiaque, mais de façon modérée. Le but, c'est pas encore de rajouter une taxe, ni au niveau musculaire, ni au niveau osseux, ni au niveau cardio, mais au moins de bouger, d'augmenter justement le cardio à un niveau modéré, puis que les muscles bougent, les articulations bougent. La marche est excellent pour ça. Ou, je dirais, une balade en vélo. Pas d'aller se taper du vélo de montagne où il y a des chocs, ou pas d'aller se taper une super longue ride de vélo de route, mais au moins juste de faire une balade en vélo où les muscles vont bouger, il n'y aura pas d'impact au niveau des articulations comme en course, puis le cardio va augmenter un peu. Ça peut être hyper pertinent. Effectivement. Alors, on a parlé beaucoup du volet humain, là, mais là, je t'amène sur du plus technique, là, mais porter les chaussures inappropriées, ça, c'est une grande erreur. Puis quand je dis inapproprié, ça peut être des vieilles gadasses, plus bonnes, ou ça peut être juste pas les bonnes. Il y avait une fille que je coachais qui avait intégré un de mes groupes de course à un moment donné, et là, c'est toute la dualité de « OK, elle est là, puis elle vient bouger. » Je veux pas lui dire « Hey, va-t'en chez vous, t'as pas les bons souliers. » Tu veux la nourrir, tu as fait un premier pas qui est incroyable, là, tu t'es mobilisé, tu es là, tu t'es inscrit, tu es dans un groupe de course. Parfait, je veux que tu cours avec nous. Mais tu es arrivé avec des souliers de randonnée, Merrell, lourds, rigides, avec une semelle là, dure, parce que c'est vraiment fait pour grimper de la montagne. J'étais, oh mon Dieu, que ça va être difficile. Fait que, tu sais, j'ai expliqué, ça vaudrait la peine quand tu as magasiner des souliers, tu vas voir. La fois d'après, tu es arrivé avec des souliers de course, ça s'est fait bien conseiller. Puis, OK, non, ça n'a pas rapport, là. Elle a tout de suite compris qu'elle n'avait pas bonne affaire. Puis que c'était pas mal plus confortable. Plus léger, plus plaisant. Elle a eu du fun, elle a vu tout de suite une progression. Fait que si vous voulez aller courir, je pense qu'il y a un minimum, là. Comme dans tout sport, là, t'es pas obligé d'avoir des souliers avec des plaques de carbone. Même t'as pas besoin de ça pour commencer. Ouais, ça serait peut-être une erreur. C'est ça. Non, mais les pros, ils ont ça, je vais prendre ça, je vais être bon. Mais non, pas tout à fait. Mais il y a toujours un petit minimum d'équipement, justement, pour pas se blesser, puis être sûr que c'est fait comme il faut. Dans les souliers aussi, c'est pas tous les souliers dans les magasins qui sont des souliers de course. Là, je nommais des souliers de randonnée, là, mais tu pars pas avec des souliers de skate qui sont des souliers plats, qui sont rigides, etc. Même des souliers de basket, c'est pas des souliers de course. Chaque soulier a vraiment une spécificité pour aider dans le sport pour lequel il a été créé. Ça vaut vraiment la peine d'avoir des souliers de course pour aller courir. Tu viens de dire chaque soulier va venir aider la course. Si je peux nuancer, va venir peut-être économiser de l'énergie, parce que ça ne deviendra pas facile courir parce que tu as des bons espades. Là. Mais oui, clairement, ça peut venir donner un petit coup de main. Minimalement, pas nuire, tu sais. Oui, c'est ça, au moins, donne-toi une chance pour aimer ça, pas sacré dans le fond du garde-robe. Ouais. Puis juste avant d'aller magasiner ses souliers, moi, j'arrête pas de le dire, je ne vis que pour ça maintenant. Il faut prendre des chaussures plus grandes que les chaussures que vous prenez à tous les jours. Donc, si vous chaussez du 9, ben faut aller vers du 9,5. Puis j'ai envie de dire, tu veux faire beaucoup de volume, là, va-t'en vers du 10. Tu vas t'épargner des ongles d'orteil.
Il y en a beaucoup, effectivement, qui perdent des ongles. Moi, j'ai jamais perdu d'ongles. Par contre, j'ai un orteil qui est un peu plus long que les autres, en plein centre du pied. Puis, j'ai toujours pris ma mesure sur mon gros orteil, comme quand on est petit. Là. Je dis, OK, ben, ils sont corrects, j'ai de la place. Puis, j'ai un autre orteil plus loin qui est plus long. Et que j'ai eu des problèmes avec cet orteil-là. C'est l'enfer parce qu'il cognait toujours au bout. Puis, c'est ça, c'est pour ça le 0.5 ou un point de plus. Parce que quand on court, on va vraiment, le pied va être projeté vers l'avant du soulier, puis si le soulier est trop court, ça cogne au bout. Puis c'est là que justement les ongles se détruisent, noircissent, peuvent tomber. Et moi, c'était vraiment, là, mon orteil venait rouge, enflé, puis infecté. C'était pas cool. Okay. C'était quasiment mieux de perdre ton ongle, finalement. Ça aurait été moins épais, je pense. Ça faisait une genre de cellulite, là, c'est à 6 balles que ça faisait mal. Jusqu'à temps que je réalise, je prenne juste un peu plus grand mes souliers, puis mon pied va arrêter de cogner au fond. Ça a tout réglé. Là. C'était vraiment juste ça. Puis, il y a des largeurs aussi. Il y a des largeurs au niveau des souliers qui peuvent faire une différence. Oui, il y a le mouvement qui fait que le pied cogne, mais comme tu disais tantôt, la longue distance fait que ton pied, à un moment donné, va prendre un peu d'expansion parce qu'il va enfler un petit peu avec la course. Là, après quelques minutes de course, là, à un moment donné, ça s'accentue. S'il n'y a pas assez de place, ça devient confortable. Le pied serré dans le soulier, puis on n'a vraiment pas de fun. Moi, là, je dis là, qu'on devrait là, se partir quelque chose. Là, parce qu'on achète, on ramasse plein de souliers parce que c'est plate. T'achètes une paire de souliers, OK, l'essayer dans le magasin, mais c'est vraiment top de savoir si c'est une paire de souliers qui te convient. Puis tu peux l'essayer dans le magasin, puis être super bien à la marche, même avoir couru dans les corridors. Mais tu pars dehors, puis tu le sais, dès les 2 premiers kilomètres, tu fais « Arc, je suis pas bien dedans ». Puis là, t'essayes autant comme autant, enlève des bas, rajoute des bas, lousse les souliers. Pour vrai, c'est plate. Faudrait trouver une solution pour ça. C'est dur, savoir. À trouver sa marque. Ouais, puis ça, c'est quand que le soulier n'est pas discontinué. Là. J'avais ma marque depuis des années. Les souliers étaient discontinués. Ah, ben ouais. Là, OK. Gang, là, ouais, c'est ça. Là, on repart. Là, tu l'essayes. Puis là, tu dis, ils sont pas si pires. Ouais, mais pas si pire, c'est pas yable. J'aimerais ça tomber sur un soulier. Je suis bien dedans. Là. T'as raison. Si t'es pas bien, puis ça, c'est un point. Si tu as un petit inconfort dans le magasin avec ton soulier, ça ne s'améliorera pas. Ouais, je vais voir. On va y prendre, ça va être correct. Oh, c'est bon. Ça va être pas si pire. Non. Même si ça fait vite que tu essayes puis que le petit vendeur a de la tannée, là. Non. Reviens un autre jour, paye. Prends un autre vendeur. Change de magasin. Ouais. Peut-être qu'il n'y avait pas la sorte là, qui te convient. Mais ça, c'est très, très clair. Tu sais, s'il y a un petit point qui pèse quelque part dans le soulier, ou tu dis, il y a un petit... Non, prends-la pas. Trouve autre chose. Puis, je suis d'accord avec toi, au bout de 2-3 kilos, t'as une bonne idée. Moi, j'oserais dire là, qu'il y a des souliers que, après 50 kilos dedans, là, pas one shot, là, mais plusieurs sorties, là, j'ai une bonne idée. Ouais, ça, c'est un soulier que je pourrais adopter, puis je vais être bien tout le temps parce que je l'ai essayé dans plein de conditions. Je l'ai essayé plus chaud, plus froid, avec justement différents bas. Ouais, parfait. Là, je sais que j'ai un soulier que j'aime. Mais si tu pognes un soulier que t'aimes pas, que t'es pas bien, là, on est épais, là, les humains, là, on va dire, là, j'ai payé pour, je vais les porter pareil. Mais s'il y avait, comme tu dis, une plateforme d'échange de souliers, ce serait vraiment intéressant. C'est un genre de marketplace de coureurs. J'ai des souliers, sont neufs, ils ont servi 4 km, je suis pas bien dedans, je veux les échanger. Ouais. Ça serait cool, ça. On tient quelque chose. Ouais. Une autre erreur aussi, ne pas tenir compte du patron de course ou des techniques de course. À un moment donné, il ne faut pas rentrer non plus quand on commence dans trop de complexité, mais il y a un minimum d'éléments à tenir compte, dont la cadence. Mm-hmm. Moi, la cadence, là, c'est une métrique que je trouve qui est vraiment sous-estimée, puis c'est celle que j'utilisais le plus en coaching. C'est difficile à comprendre au début, parce que c'est quoi la cadence? C'est ma vitesse? Non, ça n'a pas rapport avec ta vitesse. C'est le nombre de pas que tu vas faire au sol par minute. On va parler, selon la théorie, 180 pas minutes à faire au sol. Ouais, mais si j'étais à 160, je monte à 180, je vais aller plus vite. Non, tu n'iras pas plus vite, parce qu'on va raccourcir la longueur de ta foulée. Tu vas continuer à faire 180 pas minutes à la même vitesse que... Ton kilomètre va se faire à la même vitesse que quand tu en faisais 160, mais la longueur de ta foulée va être un peu plus courte. Essentiellement, c'est le nombre de pas dans ta minute fois la longueur de chacun des pas qui donne ta vitesse. Fait qu'en jouant comme ça, en plus, sur la longueur de foulée, quand tu rapetisses ta longueur, l'impact au niveau du sol est moins grand. Parce que si je fais un saut de, je sais pas, moi, si je saute 2 mètres en avant de moi, mais que j'atterrisse, ça va faire un gros boom. Si je saute 4 cm en avant de moi, c'est presque rien, c'est un mini saut. Mais c'est ça le choc qui est induit sur le corps.
Fait que de rapetisser le pas un peu comme ça, c'est moins taxant, c'est moins tough. C'est pour ça qu'on va chercher des pas un peu plus vite, pour permettre justement de rapetisser la longueur de foulée, puis baisser l'impact qu'il y a au niveau du corps. Et c'est encore beaucoup plus pertinent quand on est débutant et qu'on commence, parce qu'on a besoin de le contrôler, cet impact-là, d'être sûr qu'il est le moins grand possible. C'est vrai que c'est une métrique qui est peut-être difficile à conceptualiser, puis c'est un exercice que j'avais fait avec des personnes justement qui me disaient comme réponse « Ah bon, faudrait augmenter la cadence. » Non, je suis bien trop essoufflée à cette cadence-là. Donc, on était dans un gymnase, donc on a pris 2 lignes à 10 mètres de distance. Les personnes se sont mis au bout d'une ligne. Le but, c'était de se rendre à l'autre ligne. Et puis là, j'ai mis un métronome à 180 BPM. Puis là, je leur ai dit, vous vous rendez de l'autre côté de l'autre ligne en 10 pas, par exemple. Fait que les filles ont fait des grands pas pour se rendre de l'autre bord de la ligne. Ensuite, j'ai dit, OK, on va se rendre de l'autre bord de la ligne en faisant 50 pas. Fait que là, c'est comme, OK, mais là, il va falloir piétiner. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est ça l'objectif. Le but étant de dire que tu peux être à 180 pas par minute en allant très, très vite ou en étant sur place. Tu peux ne pas bouger puis être à 180. C'est juste comme le bruit d'un métronome. Donc, c'est un exercice pour visualiser. Fais juste rapetisser tes pas. Fais-les plus vite, mais rapetisse-les. Puis d'emblée, je pense que les gens vont partir très lents. Les débutants vont être plus à du 150 pas minutes, justement, 150, 155. Puis c'est souvent générateur de blessures parce que quand il est plus lent, surtout si tu accélères, là, comme je disais tantôt, c'est que tu vas allonger ton pas, t'induis un choc, puis les gens vont venir quand même avoir une course qui est un peu plus talon franc, ça cogne encore plus. D'arriver avec une cadence qui est plus élevée, mais naturellement, ça fait un atterrissage qui est plus smooth, puis c'est pas mal plus protecteur au niveau des blessures. Aussi, pour ce qui est de la technique de course à pied, ça peut être recommandé d'aller faire analyser son patron de course, mais ça peut être tout simplement de se faire filmer par quelqu'un, puis après ça, de comparer, à la limite, là, il va en avoir sur YouTube, là, des patrons de course qui sont bien, puis regarder, dire, OK, j'ai bien trop le dos courbé, tu sais, ou bien, je suis par en arrière, j'ai quasiment de l'air, je vais tomber sur le dos, tu sais. Fait que tu peux ajuster des petits paramètres comme ça par toi-même, les senseurs. Puis, une erreur à ne pas commettre, ça serait de le faire du début à la fin de ta sortie de course. Fait qu'on va juste ajuster la posture en début de course, quelques minutes, on arrête, après ça, on pense plus à ça, puis on peut revenir le refaire encore quelques minutes à la fin de la sortie de course. On a raison, sinon c'est tough, là. Ça devient pas le fun, là. Si tu fais juste intellectualiser ça tout le long d'une sortie, fait que le but c'est de le faire juste un peu au début, puis toujours un peu, puis à un moment donné, ça s'intègre. Là. C'est ça, puis aussi si ça fait déjà 8 semaines que tu cours d'une certaine façon, puis là tu modifies tous les paramètres, ça se pourrait que tu te blesses, ça se pourrait que là ça soit pas naturel, puis qu'il y ait certaines petites contractions qui soient installées ici et là, fait que ouais, d'y aller progressif. Oui, il y a une croyance que je voulais qu'on parle absolument, c'est de croire que si on court, on va maigrir absolument. Puis ça, c'était justement dans les 2 choix des questions, tu sais, qu'on voulait monter un épisode, puis c'est sûr qu'on va en parler plus longuement. Mais ce qui risque d'arriver, tu sais, ça se peut que tu maigrisses parce que tu cours puis que tout ça arrive en même temps, parce que bon, tu as changé plusieurs choses dans tes habitudes de vie. Mais ce qui risque d'arriver, c'est que là, tu te dis, bon, mais là, j'ai couru, ma montre me dit, ah, wow, j'ai dépensé 600 calories, mais là, je veux pas perdre cette avance-là, fait que je mangerai à moitié pas dans ma journée pour pas scraper ça. Mm-hmm. Puis là, tu n'auras pas assez de nutriments, puis à un moment donné, OK, ça va peut-être fonctionner quelques jours, 1 semaine, 2 semaines, mais à un moment donné, ton corps va dire, t'as peu là, c'est parce que j'ai faim, ou tu vas manquer, puis là, tu vas manger plus, ou bien tu vas carrément manquer d'énergie, puis tu n'arriveras plus à faire tes sorties de course. Tu comprendras pas pourquoi tout à coup, ça fonctionne pas. Il me semble, j'ai écouté ce qu'ils ont dit dans le podcast, je récupère, puis je prends mes temps de repos. Ouais, mais il faut quand même que tu amènes le minimum de nutriments à tes muscles, puis au reste de ton corps. Là. Puis pour se réparer, ton corps, il a besoin de ça aussi. Fait que ça peut même amener à des blessures parce que ton corps n'a pas assez de nutriments pour se réparer. Hein. Ouais. Fait que c'est pas juste non plus de l'énergie, là. Il y a besoin de protéines pour se reconstruire, pour réparer justement toutes les micro-déchirures qu'il va pouvoir y avoir eu. Fait que c'est important de faire attention à cette croyance-là. Puis j'oserais dire que oui, il y a les calories qui sont perdues pendant ton entraînement. Par contre, ton cœur va rester élevé pendant encore un petit bout. Tu sais, le temps, là, pendant quelques heures, ton cœur va rester un peu plus élevé, ce qui fait que tu as une dépense énergétique qui continue à être un peu plus élevée, même après l'entraînement. Fait que ça aussi, là, ça compte. Fait que c'est pas juste de prendre
le chiffre sur ta montre, faut pas que je dépasse, faut pas que je mange plus que ce qu'elle m'a dit que j'ai dépensé, ça ne fait aucun sens. Oui, c'est ça. Puis cette croyance-là aussi, par contre, c'est j'ai couru, fait que je peux manger plus. Puis, tu sais, si tu fais le calcul, là, mettons, si ta montre, elle t'a dit 300 calories, c'est pas beaucoup. Puis t'as raison, là, c'est pas, il y a un moins ici, on peut faire un plus, et tu sais, de l'autre côté, ça fonctionne pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne, le corps, là. C'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus intelligent que ça. Fait que de croire qu'on peut vraiment manger beaucoup plus, c'est encore une erreur. Il risque d'avoir une augmentation du chiffre sur la balance. Puis encore là, ça va être nuisible à la course à long terme. Puis si c'est fait, je dirais même si c'est fait comme ça, en restriction, de hey, je viens de courir, je mangerai pas trop aujourd'hui pour en tirer des bénéfices, ça c'est pas super bon là, au niveau du cerveau puis de la motivation. Ce que tu dis, c'est j'ai fait un effort, je mange pas trop, je me prive. Généralement, ce que ça fait, c'est qu'après une couple d'heures ou jours, tu hey, non, là, j'ai faim, là, puis on se lâche lousse, puis on part à l'autre extrême. Puis finalement, c'est bien pire que d'avoir juste mangé un peu plus le jour de la course. Là. Effectivement. Hey, comme dernier, on va aller toucher l'ego des coureurs. Encore. Oui, encore. Encore lui. Encore lui. Encore là. L'erreur quand on commence de se comparer aux autres. Et puis là, on a tous les moyens de se comparer aux autres. Là. Que ce soit le Facebook, Strava, d'aller d'un groupe. C'est très, très facile. Puis quand on part, on veut avoir un sentiment de compétence. On veut se sentir bon. On veut que les autres voient qu'on est bon. Mais il faut commencer quelque part. Puis c'est Annie-Claude qui le nommait. Ce qui est montré sur Facebook, c'est une maigre proportion de ce qui se passe pour vrai. Là. Vous allez voir la personne qui va poster son meilleur 5 km. Ouais, mais elle a plein de sorties d'entraînement qui sont pas comme ça. Fait que se comparer à ça, c'est complètement biaisé. Puis de vouloir partir puis suivre un groupe ou du monde qui sont des coureurs habitués, ben c'est dangereux parce que tu l'as nommé tantôt, peut-être que c'est 500 mètres qu'il faudrait que tu fasses la première fois. Pas de partir faire un 5 avec une gang. C'est vrai que c'est motivant de dire « Hey, je vais y aller avec une gang, c'est pas mal plus le fun que le faire tout seul. » Mais ça peut être risqué parce que ce gang-là, ça fait 4 ans qu'ils courent en moyenne, ces gens-là, pas 2 minutes. Là. C'est un peu l'exemple qu'on a dans une course, quand on est sur la ligne de départ, puis tout le monde part. Puis là, tout le monde, là, tu regardes ton pace, puis là, tu fais « Ta! Hey, on roule bien trop vite. » Mais là, tu dis « Ben, tout le monde va à cette vitesse-là, mais je vais continuer. » Puis c'est difficile de se freiner. On est entraîné là-dedans. Mais ce qui risque d'arriver, si tu te respectes puis tu calcules bien ta dépense d'énergie au début de ta course, ça pourrait arriver que finalement, tu en dépasses une coupe en cours de route parce que eux autres sont allés beaucoup trop vite, beaucoup trop longtemps, puis ils n'ont pas su se gérer, là. Fait que c'est ça. C'est important de se comparer à soi-même, de se connaître, de se mettre ses propres balises puis de les respecter. Dans des courses comme ça, dans mes premières années de course, c'était l'enfer. Là. Je me laissais justement absorber par la vague de monde qui part. Je partais ben trop vite. Je cassais, j'avais aucun plaisir. Aujourd'hui, je pense que j'ai acquis une certaine maturité de coureur où je me place quand même pas pire dans un peloton de départ, mais à travers du monde qui se place pas bien. Là. Je dis, OK, moi, je pense que je suis pas pire. Puis là, je regarde le monde autour. OK, ouais, lui, ça devrait aller, on devrait suivre pas mal jusqu'à la fin. Puis là, OK, eux autres, moins sûr. Mais bon, on verra quand on part. Là, t'envoies une gang, OK, c'est beau. Dans 400 mètres, eux autres, là, sont plus là, sont dead, là. C'est sûr qu'ils sont partis ben trop vite. Mais ça aussi, là, c'est un... Moi, j'aime bien mieux être un petit peu conservateur puis de dépasser du monde pendant la course que de se faire dépasser par tout le monde. C'est plus valorisant un petit peu. Tu dis? Ouais. Fait que ça vaut la peine de... Pas de là à se trouver pas bon puis dire on va finir dernier, mais aller me mettre en arrière. Non. T'sais, soyez honnête, là. Tu te places où tu penses être, ou à la limite juste une petite affaire en retrait, mais va pas systématiquement te mettre en arrière parce que tu te sens en poche. C'est pas ça le point, juste te placer au bon endroit. Puis c'est le fun aussi là, de partir avec une gang, de dire OK, on va partir ensemble, on va le finir pas mal ensemble, on va suivre, plutôt que soit justement se faire dépasser par tout le monde ou dépasser tout le monde. C'est le fun de dépasser du monde, mais c'est pas le fun quand ils sont dans les jambes, par exemple. Là, t'es là, tu fais des gens qui sont moins habitués, puis t'es obligé de contourner, puis fait que d'être bien positionné sur un apport de course, ça fait quand même une bonne différence. Fait que je ferais le même parallèle pour les entraînements. T'as quelqu'un, ton ami a commencé à courir, ça fait 2 mois, puis là, tu fais comme c'est inspirant. OK, tu peux pas commencer là où elle est rendu 8 semaines après. Vas-y de façon progressive. Puis ça se pourrait que son plan
à cette personne-là ne te conviennent pas non plus. Fait que c'est important de se respecter. Puis ça se pourrait que, pareil comme une course, tu finisses par dépasser cette personne-là si tu suis de façon assidue un plan de course qui a été bâti de façon intelligente, entre guillemets. Je pense qu'il y a plein d'autres erreurs qu'on pourrait parler, mais on pourrait faire un autre épisode. On va s'en renoter. Oui. Des erreurs d'intermédiaire au lieu des erreurs de débutant. C'est ça. Et on a fait un bon tour quand même de plusieurs erreurs. Si jamais il y en a que vous avez des idées et qu'on n'a pas parlé, mettez-le en commentaire sur la page Facebook sous l'épisode. Puis on va toutes les ramasser puis on pourra les retraiter soit d'un épisode complet ou juste en jaser justement à travers un autre. C'est quoi les erreurs que vous avez faites puis que vous ne feriez pas, vous recommanderiez pas à un débutant de faire? Sinon, je pense que c'est quand même assez simple. C'est juste de s'enlever la pression, de ne pas partir en fou, de comprendre qu'il y a une manière de partir à courir si on veut courir longtemps. Sinon, c'est juste un plan pour trouver ça difficile, se blesser puis arrêter. C'est de prendre son temps, de faire ça comme il faut, vous référer à des bonnes personnes, que ce soit des coureurs d'expérience ou des coachs qui peuvent vous aider. Ou tu l'as dit, juste aller voir des vidéos YouTube, des fois, ça peut donner des bonnes inspirations. C'est pas obligé d'être compliqué. Mais juste d'y aller graduellement, d'avoir les bons équipements, partir ça mollo, se respecter son corps, se reposer comme il faut, pas courir tous les jours, puis de rester en action, même dans les jours de repos. Puis juste avec ça, je pense que ça devrait bien aller. Puis tu sais, on sait, on est tellement dur avec nous-mêmes. Fait que j'ai envie de dire, quand tu te poses une question, demande-toi, qu'est-ce que tu dirais à ton meilleur ami? T'avais-tu une plug pour nous autres, Coach Bill? Ouais, là, moi, je vais être en mode un peu festif. C'est pas quelque chose qu'on a fait à date, mais moi, je vais vous plugger un petit drink de mon coin, distillerie Wabasso, en Mauricie, qui fait un prêt-à-boire whisky lime qui est délicieux. C'est pas super en lien avec l'entraînement et la nutrition, mais de temps en temps, c'est très bon. Très bonne plug. Ouais. Toi, Coach Isa, tu as de quoi plugger nos auditeurs cette semaine? Oui, ça serait mon kit pour faire du van live, la compagnie Van Packers. Pour vrai, j'ai passé l'été ici et là, à gauche, à droite. Ça peut être spontané, décidé à la dernière minute. C'est le fun, ça coûte pas cher. Tu peux coucher où tu veux dans des spots que tu n'aurais pas à l'hôtel. Là. Fait que, mon kit Van Packers. Sur ce, qu'est-ce qu'on dit nos auditeurs? Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.